D'un mot, quand vous avez entendu parler de toutes ces histoires de pédophilie dans l'église avec les prêtres, vous aviez 11 ans, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce sentiment de... J'ai honte. J'ai honte. Jamais ça ne vous est arrivé, ça? Si, mais ça ne m'est pas arrivé avec des curés, ça m'est arrivé en orphelinat. Nous avions des attouchements. Même nos juges, puisque vous voulez me faire parler, je vous verrai. Même nos juges, les juges pour enfants, dans les années 50, faisaient des attouchements sur les enfants dans les orphelinats. L'orphelinat Saint-Vincent-de-Paul, c'est connu. Il y a de grands politiques qui ont des dossiers. Ah bon? Ben, c'est pour ça qu'ils ont fait une belle carrière. Non, vous rigolez. Bah évidemment. Vous connaissez les politiques qui n'ont pas de dossier et qui font Non, mais une là, carrière, oui. sur les attouchements avec les enfants, c'est ce qu'on appelait les balais roses à l'époque. Mais oui, mais ça a toujours existé, ça a toujours été... Et vous-même, vous en avez été victime, vous dites, de la part des juges ou de... Victime. Ah, victime, oui, quand même. Bon, quand il faisait tomber son crayon, ou elle tombait, ou il ouvrait sa braguette, on se racontait ça entre nous, et puis voilà. Vous avez fait des fellations à des adultes ou des choses comme ça? Non, je ne suis pas allé jusque-là, mais on s'est laissé un peu tripoter, oui, parce qu'on avait droit à des bonbons, enfin c'est une image, mais c'est un peu ça, oui. Oui. Ça c'est le monde qui va... Ça vous a pas traumatisé? Ben si, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, je trouve ça me fait frémir même, que ça existe encore. Vous savez, mais les orphelinats aujourd'hui c'est sordide, on croit que tout a évolué, tout ça c'est sordide. Ces histoires d'abandon, d'adoption. Ce qui est terrible à votre époque, c'est des gens qui abusaient de leur autorité. Non, mais déjà, le fait de disposer de la vie d'un enfant, alors que ce n'est pas le vôtre, je trouve ça très sincèrement épouvantable. Et vous œuvrez, vous militez contre ça aujourd'hui encore, parce que vous êtes assez discret. Non, je ne suis pas un militant. Je ne suis pas un militant. S'il faut ouvrir ma gueule, je l'ouvre, mais je ne suis pas quelqu'un qui va... Je ne suis pas armé pour ça. Je ne suis pas armé. Mais tout à l'heure, suffisamment bien entouré pour ça. Quand vous évoquiez certains responsables politiques, vous dites on le savait, ça veut dire que vous avez vu vous saviez que certains responsables haut placés étaient des tripoteurs et ensuite ont fait des carrières. Bien entendu. Bien entendu. J'ose pas vous demander de nom. Mais... Ah ben non, ça je ne vais pas le faire. Mais qui sont devenus des personnalités haut placées. Mais le monde politique et le monde de la justice française en est plein. Quand on a le pouvoir, on a l'impression, ceux qui vous écoutent vont vous dire divague, Hervé Villard. Non, mais bien entendu, mais quand on possède le pouvoir, vous savez, une fois qu'on l'a en main, et il y a des gens qui ne savent plus quoi en faire de leur pouvoir. Donc ils dérivent, ils font des dérives. C'était valable dans les années 50, et aujourd'hui, il y a dans certains orphelinats de France et dans certaines pensions, où on appelle ça les maisons d'éducation surveillée, qui a voulu très bien, l'actuel gouvernement veut essayer d'instaurer tout ça. Moi, je ne crois pas que ça changera les choses. Je m'appelle Patrick Jean, je suis auteur-réalisateur et je m'intéresse généralement aux rapports de domination. J'ai écrit aussi un ou deux livres et le dernier qui s'appelle La loi des pères, qui est sur la question d'un gigantesque tabou autour des violences sexuelles sur les enfants et particulièrement dans le cadre familial. On retrouve dans toutes les études une parfaite linéarité des phénomènes de violences sexuelles faites aux enfants dans toutes les classes sociales. Mais l'idée que l'inceste se pratique dans les milieux populaires, chez les pauvres, avinés, etc., c'est un vieux stéréotype des classes dangereuses. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas du tout rattaché à une culture ou une religion. Et pour cause,
c'est lié au fondement même du patriarcat, c'est-à-dire au fait que les hommes, et les pères en particulier, possèdent le corps des femmes et des enfants. Ce que l'anthropologue française Françoise Héritier a mis en lumière, c'est ce qu'elle appelle la valence différentielle des sexes. Ce qui appartient au masculin est hiérarchiquement supérieur à ce qui appartient au pôle féminin. Il y a une autre règle aussi, c'est que celui qui est né avant est hiérarchiquement supérieur à celui qui est né après. La conjonction de ces deux règles, eh bien, celui qui est né avant et qui est masculin, c'est le père. Il est propriétaire du corps des femmes et des enfants. Et on voit aussi que les agressions sexuelles commencent très souvent au moment de la séparation, ou juste après. Comme si il y avait à un certain moment une sorte de réappropriation du corps par l'agression sexuelle. Le masculinisme, c'est l'organisation d'un combat politique antiféministe et qui veut se battre contre toutes les valeurs féministes, c'est-à-dire contre l'égalité, qui refuse l'égalité. Quand j'ai approché des masculinistes au Québec, ils m'ont très bien expliqué qu'il y avait une dimension marketing à la question du père. C'est-à-dire que leur combat pour le droit des hommes et pour un patriarcat assumé, il passe beaucoup mieux dans les médias quand il est véhiculé par un combat des pères. Une autre forme de déni, moi je le vois comme ça, c'est le problème de la justice. C'est-à-dire que dans des pays comme la France et la Belgique, la justice est dans une misère absolue. Il y a des priorités. Et les violences contre les enfants, alors là, ça c'est vraiment la partie la plus pauvre. Les enfants, ça fait pas de bruit. Hein. Le mot enfant, infans en latin, ça veut dire qu'ils ne parlent pas, les enfants ne parlent pas, il faut pas de pétition, ils votent pas, ils manifestent pas, ils font rien, ils souffrent en silence. Aujourd'hui, un homme qui viole son propre enfant, il a une quasi-certitude d'impunité. Quasi-certitude, statistiquement. Toutes les mesures montrent qu'il y a 6% des enfants qui subissent une agression sexuelle ou un viol avant la fin de l'adolescence. Si vous prenez les enfants qui sont scolarisés en France aujourd'hui, ça fait 720 000 victimes. On sait que le phénomène existe, on sait que c'est un phénomène de masse, on sait que c'est un phénomène qui est ancré dans un fonctionnement culturel, mais on ne fait rien. C'est aussi simple que ça. Oui, ils ont tenté de m'intimider, mais ça n'a pas vraiment pris. Alors, je vous le dis quand même, il faut le savoir, c'est qu'aujourd'hui, pour moi-même, et je le ferai pour d'autres, si mon dossier est si bien, comme quelque part, entre guillemets, suivi, et que je suis, entre guillemets, à ce point protégé, c'est qu'aux États-Unis, il y a une cellule spéciale qui s'est ouverte au sein du FBI, c'est une cellule spéciale trafic humain, et qui traite de l'international. Là, il est là. Qui ne s'occupe pas de votre couleur de peau, de votre religion, de votre nationalité. Pour ceux qui ont vraiment des dossiers, je vais dire, solides, de réseau, je peux faciliter l'intermédiation. Il n'y a aucun problème. Il faut les mettre à nu. Les humilier, ça ne sert à rien, ils le sont déjà. Je ne sais même pas si ces gens peuvent se regarder dans une glace. Baisser son pantalon pour se faire un enfant. Franchement, j'ai aucun état d'âme à l'endroit de ces salopards. Donc, j'insiste sur le fait qu'à chaque fois qu'ils prennent en étau les parents victimes, les parents plaignants, c'est toujours la même procédure. Des enquêtes falsifiées dans les commissariats par le biais d'un policier haut placé. Puis après, un magistrat qui se corrompt dans le sens où il viole ces principes déontologiques en rendant des jugements littéralement arbitraires. Et en troisième point, un médecin psychiatre qui par avance vous traitera de fou ou tentera de le faire. Le but c'est de vous éloigner au plus vite de vos enfants, puisqu'ils ont besoin de les conditionner psychologiquement afin de pouvoir les interroger par la suite pour dire qu'ils ne veulent plus vous voir. Donc la méthode est connue, elle dure à peu près depuis 40 ans en France. J'ai presque envie de vous dire avec une grande note d'espoir qu'ils sont pratiquement cuits, dans la mesure où ça n'arrête pas de tomber. Les Américains frappent très très fort en ce moment. Je parle encore une fois de cette cellule FBI trafic humain, sans connotation politique ou autre. Ils font le job à travers le monde aujourd'hui, que ce soit en Roumanie, en Bulgarie, en Turquie, en Allemagne, encore récemment, tous les réseaux tombent. Étrangement et bizarrement, un des rares pays où il y a encore un verrou, c'est la France. Il faut savoir que Ghislaine Maxwell, qui était recherché mandat d'arrêt international, était en France pendant toute la durée du mandat d'arrêt fait par les États-Unis, dans le Périgord Nord, puis après dans son appartement parisien.
Il a fallu une pression de la part des Américains pour qu'elle soit transmise aux autorités américaines. Donc c'est pour vous dire qu'en France, encore récemment en Gironde, un des plus grands pédocriminels sur le Darknet, parmi les plus dangereux, était recherché aussi par les États-Unis. Ça faisait 6 ans qu'il exerçait en France tranquillement ces saloperies et qui alimentait les réseaux pédocriminels. Il a seulement été arrêté maintenant par la pression, encore une fois, de cette cellule américaine. Donc je vous le dis, aujourd'hui ça s'internationalise, on n'est plus tout seul, c'est pas parce qu'on est 50 aujourd'hui, c'est pas ce qui parle. C'est pas ce qui parle qu'on soit 50. Le fait c'est qu'on soit de manière effective, qu'on agisse chacun dans notre coin, on va beaucoup plus loin ensemble qu'assis sur un banc. Donc j'ai presque envie de vous dire que gardez juste confiance, n'ayez absolument peur, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Les intimidations, je suis passé par là, on a tenté 3 tentatives d'effraction chez moi, on m'a envoyé 2 barboutes, je me suis frité avec eux. Bon, c'est comme ça, c'est le jeu, mais aujourd'hui ils ont peur. Parce que maintenant, une fois que ce sont des vampires, j'ai envie de vous dire, et les vampires ils ont peur de la lumière. Donc, je suis désolé de vous dire, si un magistrat, un flic commence à tricher dans vos affaires, vous donnez son nom publiquement. Vous donnez son nom publiquement. Il faut savoir que l'ancienne sénatrice de Paris, Chantal Joanneau, avait parlé dans ce sens, il y a déjà 5 ans, lorsqu'elle a dit que la meilleure façon de les faire tomber, c'était de les dénoncer. Vous vous en moquez de savoir s'ils sont magistrats, s'ils sont policiers, ou quoi que ce soit. On s'en moque. Tous les complices de pédocriminels sont par essence des pédocriminels. Donc, n'ayez absolument peur de les citer, de les montrer du doigt. Et à chaque fois... les masques. Et à chaque fois, encore une fois, si je puis me permettre, c'est qu'en France, on nous fait croire qu'ils font le travail. Donc à chaque fois que vous allumez la télé, on attrape un cas particulier, un pervers qui traînait quelque part. Mais volontairement, on ne parle jamais de réseau, alors qu'en France, c'est une pédocriminalité de réseau. J'insiste, c'est une pédocriminalité de réseau. Donc, aujourd'hui, ils sont, pour le grand nombre d'entre eux, en train d'avoir peur, parce qu'ils sont en train de tomber. J'ai déjà donné des noms, j'en donnerai dans une prochaine vidéo. Ces gens vont tomber. Aujourd'hui, ils ne savent plus comment faire, ils ne savent plus être protégés. Non mais, je peux juste vous dire une chose, c'est qu'ils ont franchi des lignes rouges qu'ils n'auraient pas dû franchir. Ils ont cru qu'en fin de compte, ils auraient pu briser, comme ils auraient pu briser d'autres parents. J'ai tenu, je tiens toujours, et j'ai presque envie de vous dire, plus vous dépasserez certaines lignes que vous franchissez pas aujourd'hui par la peur, plus vous gagnerez, plus on gagnera. Voilà. C'est bon, c'est arrivé La sono. Donc, faites attention au fil. Est-ce que vous pouvez vous décaler pour la mettre derrière? Allez, décalez-vous s'il vous plaît. Voilà, là ça sera le top. Merci. Faites attention à la presse. Pour nos enfants, justice pour nos enfants, justice pour nos enfants. Salut, justice pour nos enfants, justice pour nos enfants, justice pour nos enfants. Après, tu auras des interviews, je sais lesquelles j'allais les voir, parce que je les ai vues tout à l'heure, en particulier. On peut laisser finir tout le monde. Écartez le rayon s'il vous plaît. Un petit peu dans l'intérêt de tout le monde pour pouvoir filmer les passagers au maximum. Merci. Bon. Alors, ouais, c'est vrai, ça change. Hein. Bon, j'insiste vraiment pour vous dire que, à tous ceux qui vont vous dire que ça n'existe pas, c'est un phénomène qui est connu, on appelle ça la dissonance cognitive. C'est que les gens ne veulent pas croire, c'est tellement énorme, qu'ils se disent non, qu'est-ce que tu racontes, on vit en France, 5e puissance du monde, tout ça c'est esprit. Ouais. Et en réalité, ça existe bel et bien. Malheureusement, aujourd'hui, la France est reconnue sur le plan international comme étant le premier État pédocriminel au monde. Malheureusement, voilà, il faut le savoir, bon, c'est dit. Les chiffres, je ne les invente pas, hein, vous les trouvez dans des rapports sénatoriaux, dans des rapports parlementaires. Il y a à peu près 3 millions de la population française active qui a déjà été victime au moins d'agressions sexuelles durant sa prime enfance. C'est juste horrible. Il faut savoir que
En termes de chiffres, effectivement, on est pratiquement 165 000 enfants violés par an en France ou ayant subi une tentative d'agression sexuelle. 58 000 enfants qui disparaissent chaque année. On en retrouve, c'est vrai, à peu près la moitié dans les 72 heures. Pour les autres, on oublie. Ils vont où? Ils sont où? Moi, ce qui m'a rendu triste dans le combat, quand bien même le sujet de l'enfant est lourd, ce qui m'a vraiment attristé, c'est que j'ai vu en France des parents abandonner le combat, donc abandonner leurs enfants parce que commençant à subir des pressions judiciaires et par les services sociaux. Ça, c'est juste horrible, parce qu'en fin de compte, c'est souvent des parents isolés, souvent des mamans, pour 80% des cas, il faut le savoir. Là, j'aurais bien voulu, pour le coup, que les organismes féministes se sentent un peu concernés, parce qu'elles sont littéralement absentes. Et je ne parlerai même pas de Marlène Schiappa ou en tout cas, la seule chose, c'est que pour ma part, moi je me parlais à titre personnel, je suis absolument pas. J'irai jusqu'au bout. Je suis prêt à soutenir tous les parents dont les enfants sont victimes. Il n'y a aucun problème pour ça, je vous l'ai dit. Je suis prêt à faire l'intermédiation avec des pays étrangers qui sont en train de lutter contre ça. Alors vous allez me dire, mais ça sert à quoi? Je vous donne un exemple concret. Si par exemple un salopard de haut fonctionnaire, exemple, s'en est pris à votre enfant, c'est sûr qu'en France, ça ne va pas toujours être évident de le coincer. Par contre, si je le notifie clairement à certains pays étrangers, lorsqu'il mettra le pied dans ces pays étrangers, il sera arrêté. Et je m'arrangerai pour que la maman victime puisse avoir la nationalité de ce pays afin de poursuivre de plein droit ce salopard. Donc vous voyez, il y a 20 000 moyens de les coincer, il ne faut juste pas avoir peur. Ils intimident, bon, c'est des intimidations, j'ai presque envie de dire, grotesques, hein. À chaque fois c'est la même chose, on casse la palette de votre porte, on vous envoie quelqu'un pour vous dire qu'il connaît votre nom et votre prénom, vous travaillez, vous habitez, ça ne mange pas de pain, on reste quand même dans un état de droit. Il y a une grande majorité de magistrats qui voudraient justement se débarrasser de cette poignée de magistrats pédos ou de soutien de pédos. Je pense, vous imaginez, moi je pense qu'il n'y a pas beaucoup de magistrats qui ont été contents d'apprendre. Une femme très courageuse justement que j'ai eu à connaître et qui se bat justement pour sauver ses enfants. Pareil, si je pense savoir, à chaque fois c'est des excuses bidons, donc ou la fusion avec l'enfant, vous n'êtes pas adapté au système. On s'est demandé qui n'est pas adapté au système, quel système. Donc j'ai envie de vous dire que j'aurais pas la chance de toujours pouvoir vous parler comme ça. Certes, il y a des vidéos. Il faut être très concret parce qu'il y a des avocats qui sont prêts à nous aider, il y a des avocats qui sont prêts à agir. Il reste vraiment de l'humanité et de l'humanisme dans ce pays. J'ai eu à le constater lorsque j'ai manifesté avec les Gilets jaunes qu'il y avait un cœur qui bat, quoi. C'est pas seulement des gens qui disent que le frigo est vide, qui disent aussi qu'il y a des choses qui vont pas dans ce système. Il y a des enfants qui sont absolument pas protégés et les enfants c'est l'avenir. Donc je comprends pas comment ce gouvernement peut se dire projeté vers l'avant alors qu'il n'est pas capable de protéger ceux qui feront demain. Donc ça c'est quand même une question que je me pose, qui me paraît un peu naturelle et de bon sens. Pour le reste, je vous l'ai dit, je peux agir concrètement dans des domaines bien précis, avec des documents bien ficelés. Je peux donner éventuellement vos dossiers à la cellule FBI trafic humain. Je vous garantis que ça sera pris en charge, suivi. Ça, je m'en porte garant. Et là, vous allez voir qu'en face, ce n'est pas les troupillons qu'on a dans ce pays. C'est les gens qui ont les moyens, qui ont arrêté des réseaux colossaux, qui ont arrêté récemment, puisque j'ai pu le constater, un réseau entre l'Australie et les États-Unis où il y a eu 400 prédateurs sexuels qui ont été arrêtés. Un Français, un flic à Rouen, bizarrement, qui s'est suicidé dans sa cellule. On ne lui a pas laissé le temps de parler. Voilà, il y a des accidents comme ça qui sont un peu bizarres. Je pourrais vous parler aussi de l'affaire Lelandais. C'est quand même assez étrange qu'on ait mis autant de moyens pour défendre un pédocriminel, parce qu'il était dans un réseau. Il faut savoir qu'il se passe souvent les mêmes choses. Je pense qu'il est arrivé, je pense que si je parlais avec tous les parents victimes, il y a des pièces qui disparaissent dans les dossiers judiciaires.
à tout va, souvent des pièces compromettantes et qui donnent raison à la partie plaignante. Dans l'affaire Lelandais, tout le monde a oublié que dans la première enquête qui a été faite et qui déterminait vraiment le réseau et qui était un pédocriminel, tout le dossier a été volé dans le commissariat de Grenoble. Hein, et le soir, on nous a dit que c'était un groupe d'extrême gauche. Ils ont ça à faire avec l'extrême gauche. Rentrer dans les commissariats en sifflant, dans un dossier et qu'un seul, le brûler sur place, et repartir. Voilà, on en est en France. Mais vous voyez, c'est plein de choses qu'on oublie. Mais quand c'est mis bout à bout, vous voyez qu'ils ont tout le temps la même pratique, la même méthode. C'est pour ça que n'ayez pas peur. On est en train de se constituer en groupe, en réseau. On est un peu partout en France. Moi, j'ai des relais aussi à l'étranger. Je vous dis, je peux vous aider dans ce sens-là. Il n'y a aucun problème. J'agirai concrètement. Je ne peux pas faire du cas par cas. Il y a des avocats pour ça. J'en connais l'admirable. Il y en a un qui est ici d'ailleurs, qui a une longtemps milité par rapport aux Gilets jaunes, David Demettil, qui est un parlementaire. Mais je vous le dis, il ne faut pas qu'on se désolidarise. Je passe envie de dire, dans ce combat, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de religion. Moi, j'ai vu récemment à faire la vidéo, il y a un petit subversif qui a dit des conneries sur moi, j'ai pas relevé. Parce que le combat, l'objectif, il est un. Comme Zénith, il a dit, c'est un oui, un non, il n'y aura qu'un but. Le but, c'est de lutter contre la pédo et sauver tous les enfants. Voilà, le reste, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, je donne la parole à Mounia, parce qu'elle est présente, c'est une maman courageuse. Tu as déjà parlé. Bravo à elle, en tout cas, et merci surtout à vous, parce que c'est grâce à vous qu'on va gagner. Pédocriminels en prison! C'est la même chose, c'est les mêmes. C'est les mêmes qui nous... C'est du baratin. Bon. Alors, je voudrais juste dire quelques mots. J'ai une chaîne YouTube sur laquelle j'ai mis en ligne, en public, des caméras cachées dans les audiences du juge des enfants, mes rencontres, des caméras cachées dans les audiences des juges des enfants. J'ai mis des caméras cachées dans mes entretiens avec l'aide sociale à l'enfance. Il y a 25 témoignages directs. Je ne vais pas commenter, allez les voir. La chaîne s'appelle ASE, un réseau de trafic d'enfants en France. Il y a sur YouTube, donc en tapant, vous le trouverez très facilement, très bien référencé. Voilà, ASE, un réseau de trafic d'enfants en France. J'ai aussi une pétition, il y a environ 2500 signatures, et ça s'appelle aussi pareil, ASE, un réseau de trafic d'enfants en France. Donc depuis 2017, j'ai mis de nombreuses caméras cachées dans les tribunaux pour enfants, dans l'entièreté. Ça veut dire qu'ils sont publics dans leur intégralité. Vous pouvez aller les voir, donc tant qu'ils sont bons. Ils ne sont pas enlevés, hein, parce que ça fait quand même depuis le mois de janvier qu'ils sont là. Et puis, il faut dire aussi qu'on pense seulement à des 8 000 € par mois que chaque enfant placé rapporte aux services sociaux, mais on oublie aussi des produits dérivés. Notamment, en parlant en termes un petit peu commercial, c'est que les services, comme par exemple des associations loi 1901, qui gardent nos enfants, utilisent les photos charitables de nos gosses pour faire des quêtes. Et il y a énormément d'argent qui est ramassé comme ça. Pour vous dire une autre information, je ne vais pas être long, juste, il y a eu un juge d'instruction très courageux qui m'a filé tout le dossier de mes deux gosses qui sont placés à l'ASE depuis 2011, donc sur un CD, la copie, il m'a donné la copie intégrale,
en 2018 que j'ai résumé en 300 pages. Voilà, que j'ai résumé sur 300 pages, dont je publie régulièrement sur mes réseaux sociaux. Donc c'est à voir. Alors pourquoi mes enfants sont placés? Au départ on a dit monsieur, et depuis 2015 je ne les ai pas vus mes gosses. On a dit au départ monsieur, ce monsieur ne respecte pas les règles. C'était quoi les règles de visite? Que je ne devais pas emmener à manger à mes enfants que je voyais une fois par mois, que je ne devais pas leur parler pendant ma visite, que je n'avais pas le droit de prendre des photos de souvenirs de mes enfants. À ce moment-là, je dis, écoutez, je suis un artiste sculpteur, je fais une statue en bronze et emmener ça à ma place, voir mes enfants. Après, ils ont dit, Monsieur Idari est un paranoïaque, sachant qu'il y avait eu quand même 3 expertises psychiatriques qui ont très bien écrit, sont sur des réseaux sociaux, je les ai publiés, et que ce monsieur est donc paranoïaque. Et là, j'ai mis en public 3 expertises des experts psychiatres qui ont dit que j'étais un surdoué. Effectivement, j'ai passé toute mon scolarité dans des écoles pour des surdoués, que j'avais un niveau intellectuel au-dessus des moyens et que, effectivement, je n'ai aucun problème ni social, ni de santé, ni de justice. Et mes enfants sont quand même retenus depuis 2011 et depuis 2015, je ne les ai pas vus. Voilà, allez voir mes réseaux sociaux. Voilà, voyez mes réseaux sociaux. Alors, je voudrais juste rajouter qu'avec l'aide sociale à l'enfance, normalement, il y a un projet pour l'enfant pour travailler en fait ce qu'on nous reproche. Moi, ça fait plus de 2 ans qu'on ne me reproche rien en fait, qu'il n'y a rien à travailler. Il n'y a pas de projet pour l'enfant et le seul projet pour l'enfant que j'ai eu, il était écrit « Madame estime que c'est un placement abusif, donc il n'y a pas de travail avec Madame ». En gros, on place vos enfants, ça n'a rien à voir avec des reproches ou votre comportement ne serait pas ce qu'il faut pour être parent. En fait, ils vont les garder et ils vous donnent l'occasion de pouvoir vous les rendre quand ils veulent. Quand vous êtes un problème, quand vos enfants sont détruits, quand ils sont majeurs, mais en fait, ça n'a aucun sens. C'était pas de la protection. Moi, mes enfants sont maltraités, et je le dis. Donc, j'ai mis les noms des magistrats parce que c'est aussi important qu'ils se sentent visés, qu'ils se sentent responsables. Parce que normalement, un magistrat, il ne met pas les preuves qu'on lui donne à la poubelle. Il ne remet pas des choses absurdes et ridicules que l'ASE dit dans un jugement. Sachant que moi, en plus, j'ai la cour d'appel qui est systématiquement sans objet. Donc, j'ai même pas le droit de faire appel. La demande de mes parents pour avoir mes enfants est systématiquement mis à la poubelle. Ils n'ont jamais de réponse. Enfin, si, ils ont eu une fois. Mais bon, ils n'ont pas eu la garde. J'ai vraiment fait tout ce qu'il y avait à faire. J'ai travaillé avec eux. J'ai demandé ce qu'on me reprochait, enfin ce qu'il fallait que je mette en place ou autre. Quand on me l'a dit une seule fois. J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé. Et aujourd'hui, on retourne en arrière et on retourne dans des choses qui n'ont aucun sens, comme madame ne semble pas pouvoir s'occuper de ses enfants ou ce genre de débilité. Donc après, il faut que je revoie le jugement, mais des choses que je ne peux pas prouver, qui n'ont aucun sens. Et de toute manière, ma référente, je ne l'ai jamais vue en fait. Enfin, si je l'ai vue à l'audience. Et une fois, quand j'avais mes enfants, juste parce que je venais d'arriver sur Créteil. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, il n'y a aucun travail, aucun sens. Ils maltraitent les enfants, parfois c'est des abus sexuels ou des viols. Quand c'est le cas, les parents n'ont plus le droit de voir leurs enfants. Je pense à Sylvie Finger par exemple, son fils a été placé sur Bordeaux, 2 filles et un fils sur Créteil. Il y a eu des viols, il y a eu des choses vraiment abominables. Et tout a été caché et ils se sont vengés sur elle parce qu'elle a voulu le dénoncer. Moi c'est pareil, ils essayent un petit peu de se venger sur moi, même si c'est pas aussi grave. Et c'est le cas de beaucoup de parents. Nadine Plestan,
Karine Trapp aussi. Donc voilà, je voulais aussi les citer parce que eux aussi sont dans cette situation. Merci. Bonjour, moi je viens dénoncer ce qui s'est passé depuis 9 ans au sein de l'ASE avec mon aînée. Elle a été placée à l'âge de 7 ans. À l'âge de 14 ans, elle a été déscolarisée. Elle a fait plusieurs fugues. Elle est partie à l'étranger avec des jeunes plus âgés qu'elle. Au jour d'aujourd'hui, elle a 17 ans et elle est enceinte. Elle est replacée au sein de l'ASE depuis le 3 mars. La juge de Guéret m'a enlevé mes 3 autres enfants depuis septembre. Depuis septembre, elle m'a enlevé Marie, Joachim et Marie-Rose en janvier parce que je suis trop fragile, car je dénonce, je crie, j'alerte. Plus d'une fois, depuis 9 ans, j'alerte sur la situation de mon aîné. Ils font rien. Ils remettent toujours les choses en leur faveur. Et ils disent que c'est comme ça, elle est adolescente et on ne peut rien faire. Au jour d'aujourd'hui, ma fille est très abîmée. Elle vit elle vit pas en foyer ni en famille d'accueil. Elle est chez un major de 22 ans qui l'a mis enceinte et qui est laissée comme ça à la dérive. Voilà, je suis à bout. Tu veux pas reparler? Madame, tu veux pas reparler? Viens reparler. Parce qu'il y a d'autres youtubeurs qui sont là. Vas-y, toi tu parles bien aussi. Je t'ai vu tout à l'heure, vas-y, ça me fait plaisir. Oui. Vas-y, courage. Bon, encore pour vous dire, vraiment, c'est une mafia. D'accord. C'est vraiment une mafia. C'est vraiment un trafic international. Les rapports, les 3/4 du temps sont faux. Justement, ce que j'avais oublié de dire tout à l'heure, ça tombe bien. Toutes les mamans qui, dès l'instant où on dit que nos enfants ont été abusés, on nous les prend tout de suite, même sans preuve, avec des faux rapports, toujours de faux rapports. Moi, j'ai eu des visites médiatisées, il y a eu des fois 1 fois par semaine, là c'est 1 heure par mois. Et là maintenant ça fait 1 mois et demi que je ne la vois plus, soi-disant parce que l'ASE est en vacances, bien sûr, moi aussi je suis en vacances. Et donc des faux rapports, sur faux rapports. J'ai eu 1 an de visite médiatisée, tout s'est super bien passé, tout. L'éducatrice, la référente qui était avec moi, m'a dit oui, ça va être bien, je vais écrire ci, je vais écrire ça, soi-disant 2 rendez-vous. C'est peut-être rien ce que je dis, mais c'est énorme ce que je veux dire. 2 rendez-vous que je n'aurais pas honorés à l'ASE. Elle me dit ça, non, je vais le mettre dans le rapport. Elle était témoin, elle était avec moi dans les locaux de l'ASE, comme quoi c'est la chef qui était en vacances. Et je suis à l'audience 24 juin dernier, et elle dit dans son rapport, Madame Vaillant n'a pas honoré ses rendez-vous, a fait ceci, a fait cela. C'était 1 an de médiatisation, c'était une horreur. Alors j'ai joué avec ma fille, tout se passe extrêmement bien. J'ai les vidéos, j'ai tout. Mais c'est hallucinant. Et ils se marraient, ils avaient leur masque, ils se marraient. Il y avait le père de ma fille, l'éducatrice et le chef de service. La petite famille, quoi. Et de l'autre côté, il n'y avait que moi. Et mon avocate, quoi. C'est hallucinant. Et à l'avant-dernière audience, il y avait carrément la chef de l'ASE, le chef de service, l'éducateur, l'éducatrice, les parents du père de ma fille, le père de ma fille, tous ensemble, bras dessus, ils se tapaient dans les bras, ils se tutoyaient. Ah ouais, toi ça va, t'as vu un tel, parce qu'ils travaillent ensemble. Donc ils magouillent. Et même si d'autres familles, ils ne connaissent pas, l'autre famille n'est pas, ne travaille pas dans l'ASE, c'est pareil. Dès l'instant où on dit que notre enfant a été abusé, on est des mères, on est folles, on est schizoïdes, schizophrènes, psychotiques. Voilà, c'est toujours le même rapport par des experts pédopsychiatres, genre le docteur Alberne à Avignon, le docteur Mouton
je trouve que c'est à Paris, mais c'est hallucinant, quoi. C'est un truc de malade. Tout le monde est au courant, personne ne dit rien. La France entière, le monde entier est au courant. Là, je vais parler de la France, tout le monde est au courant. Personne ne dit rien. Mais même à la télé, le Covid-19, là, de mes fesses, excusez-moi. Mais putain, le nouvel ordre mondial, mais tout ça. Alors ça y va, ça y va. Ouais, machin, les Illuminati, les francs-maçons, c'est vrai, c'est vrai. Là, on va devenir des esclaves avec des vaccins, il y a des putes, enfin bref. Non mais... Et par contre, la pédophilie, limite, ça devient légal. Je me demande où s'arrête la légalité et l'illégalité. Parce que là, franchement, il n'y a plus d'illégalité. Et comme dit Nadia, voilà, le consentement à 5 ans, même 6 ans, et à l'école maternelle, il veut même donner des cours de pédophilie. Super. Merci. Alors, sur la pédocriminalité, là on est revenu un peu sur la ZE, on redonnera la parole tout à l'heure à Mounia. Je voudrais... non! Oh! Qu'est-ce qu'on a demandé? Le respect! Vous voyez? C'est ça aussi. Vous pouvez le faire taire s'il n'est pas content qu'il dégage en bas. Je crois qu'il n'a pas compris le combat là. Moi, vous voyez, c'est ça qui m'énerve. Moi, je vous adore, hein, les gilets jaunes. Hein. Mais vous ne savez pas rester dans la dignité. Et ça, c'est plus possible pour moi. Donc, si vous voulez que je continue à combattre avec la couleur jaune, apprenez à rester digne. D'accord? Si vous ne savez pas rester digne, si vous ne savez pas respecter la douleur des mères et des pères, je suis désolé. Moi-même, je le brûle, mon gilet. Bravo, Nadia! Ça commence à bien faire. Soit on s'instruit et on est réellement dans un combat, soit on va picoler et on fait bubus avec les syndicats. Ils ne demandent pas mieux de les reprendre, les syndicats. Les syndicats, ils ne demandent pas mieux les gilets jaunes pour leur tirer leur carriole. Là, aujourd'hui, on est dans un vrai combat. C'est un combat, mais planétaire. C'est nos enfants. Donc si on n'est pas capable de garder 3 heures la bouche fermée et de dénoncer que ces sujets-là, personnellement, je suis désolé, hein, vous n'avez rien à faire ici. Hein. Est-ce que ça, c'est compréhensible? Bravo! Non, pour moi, c'est honteux. C'est honteux. D'accord? Il y a des mères qui ne peuvent pas encore prendre la parole parce qu'elles sont justement sanctionnées. Il y en a d'autres qui sont comme Mounia. Regardez là, cette petite dame qui freine. Elle se bat avec c'est plus que la arme. Elle se bat pour ses enfants depuis 3 ans. Aujourd'hui, on va venir les soutenir. Mais si on les soutient pour faire encore plus de la merde, elles n'ont pas besoin de nous, ces mères-là. Ces mamans et ces papas, ils n'ont pas besoin de la merde. D'accord? Elles ont besoin de personnes dignes de confiance. Bon, pour revenir sur la pédocriminalité, je vais vous citer un article que j'ai chopé. D'accord? Une affaire qui est en train d'être en cours. Pour que vous compreniez comment c'est protégé, comment c'est carrément camouflé. D'accord? Vous avez Philippe G, âgé de 50 ans, a été condamné une première fois en mars 2005 à 3 ans de prison, dont la moitié avec sursis, par le tribunal correctionnel de Thonon pour agression sexuelle commise au début des années 2000 dans une colonie de vacances sur plusieurs garçons âgés d'une dizaine d'années. Ce mec-là a pris 3 ans, dont 1 an et demi avec sursis. Sur plusieurs, c'est pas un cas, c'est plusieurs gamins d'une dizaine d'années. Ok? Il a été relâché, soumis à une obligation de soins pendant 3 ans. D'accord? On le retrouve ensuite dans un camping où il a été vite écarté suite aux plaintes de vacanciers par rapport à son comportement à l'égard des enfants. En 2009, il crée sa propre association subventionnée par l'État, Philippines Voyageurs Solidaires. Et donc il partait dans les pays asiatiques pour porter la parole aux enfants. C'est beau, hein? En 2014, premier signalement d'une ONG népalaise à la justice française. 2014, il a dû avoir d'autres plaintes d'ONG pour avoir été, écoutez bien, enfin mis en examen en 2015 pour après être à nouveau libéré
Et depuis 2018, il attend son procès en toute liberté. Vous inquiétez pas, il va recréer une autre entreprise. L'État va le protéger. L'État va donner de l'argent pour son association. Comment? Expliquez-moi. Comment des mères de famille qui simplement parce qu'ils ont poussé la porte d'une assistante sociale, on leur retire leur gosse et on leur met les pires choses sur son dossier. Comment un mec qui a été condamné par la justice pour avoir violé des gamins peut en 2009 créer une association. 2005 arrêtés, 3 ans de prison, il les a pas fait jusqu'au bout. Déjà s'il les avait fait, 5, 6, 7, 8, il n'aurait peut-être pas pu la créer en 2009. Il aurait dû attendre encore quelques années. Donc pendant ce temps-là, on aurait encore protégé nos gosses. Mais non, il ne fait qu'1 an et demi, on lui dit qu'il va se soigner, et il vous crée une association pour les enfants. Donc vous avez un pédophile reconnu par la justice qui a la possibilité de créer une association. Et ça, c'en est un parmi des milliers. D'accord? Voilà où on en est. Donc moi je vous dis franchement, la pédocriminalité, oui elle est couverte par l'État, mieux, elle est couverte par la justice, et toutes les personnes qui s'en approchent disparaissent, soit se suicident de 2 balles de fusil, soit se noient dans une mare d'eau, soit finir à l'asile. D'accord? Combien sont finis à l'asile pour avoir dénoncé ça?